De retour donc sur le plateau de KNF, et oui, toujours votre quotidienne, toujours à midi, 18h, 23h et toujours sur une seule chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. Nous étions donc avec Gisèle Pineau qui nous présentait son dernier bébé. Et oui, La couleur de l'agonie, c'est un polar de fou qui se passe ici dans les Caraïbes et bien sûr elle s'est appuyée sur l'avis d'une spécialiste. Elle est spécialement de passage en Guadeloupe. J'ai l'honneur de recevoir la psychologue clinicienne Kathleen Maran-Canoufet. Ça va très bien, merci. Bien installé? Bien installé, oui. Alors, tu es venu justement, ça tombe bien, pour la sortie du livre de Kathleen, apporter un petit peu ton avis dessus, appuyer, voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme dans les séries américaines, on a un consultant. Donc, première question, quelle est exactement ta spécialité? Alors, ma spécialité, c'est la psychologie clinique et la psychopathologie du lien social. D'accord. C'est tout ce qui va étudier les comportements qui vont rompre le lien social. Tout ce qui rompt le lien social, ça va de la violence au meurtre, à la délinquance, à l'errance, à la toxicomanie. D'accord. Tout ce qui va venir casser le lien qui unit les personnes. D'accord. Donc, on rappelle que tu travailles donc avec la police. Oui. Et oui, est-ce que vous êtes, je dirais, nombreux dans ce secteur? Alors, Et là, je parle Guadeloupe, Martinique, limite Guyane et Réunion. Alors non, on n'est pas nombreux. De toute façon, sur le territoire, on n'est pas nombreux. Il y a toujours, chaque année, un nouveau poste, plusieurs postes qui se créent. Sur la Martinique, je suis la seule. Je suis là depuis 2014, je crois. Et je suis sur la zone donc, de police nationale, Fort-de-France et Lamentin. Et puis récemment, il y a une psychologue qui a pris les mêmes fonctions que moi chez vous en Guadeloupe. Ok, donc tout à l'heure justement elle nous parlait de son dernier livre, oui. La couleur de l'agonie, viol collectif. Est-ce que, je lui posais la question, est-ce que c'est tabou, est-ce qu'il y en a beaucoup dans nos îles? Alors je ne sais pas si c'est beaucoup dans nos îles, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup et ça existe beaucoup chez les jeunes. Okay. Chez les jeunes parce qu'ils ont cette prise de risque, ils n'ont pas les mêmes attentions que lorsqu'on est déjà plus adulte avec une autre expérience, qu'ils ont aussi une tendance à la consommation qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont dans des situations à faire des essais, chercher les limites, tester les limites et les limites des autres. Aussi pouvoir se mettre dans des situations de risque dans le but d'être accepté par le groupe ou parce que le groupe a fait quelque chose de similaire et ça peut les mettre dans une situation comme celle qui est décrite exactement dans le livre. Justement, Gisèle, est-ce que c'est important pour toi d'avoir une professionnelle à tes côtés justement pour la promotion de ton livre? Eh bien, c'est une idée de mon éditeur, Florent Charbonnier. Et j'ai trouvé ça assez judicieux parce que moi je suis une romancière, c'est vrai que bon, j'ai tendance peut-être à inventer des situations improbables, mais Kathleen, par les conversations que nous avons eues j'avais déjà écrit le livre, puisque Kathleen l'a lu quand il était terminé. Elle m'a dit que j'avais touché vraiment quelque chose qui existait et qu'on pouvait retrouver ce genre de situation. Moi-même, je peux dire que je connais des gens qui ont été victimes, des jeunes femmes qui ont voulu suivre une amie dans le désir d'appartenir à une bande, d'être acceptée par une bande. Alors on consomme de la drogue, on boit parce qu'on veut être accepté par le groupe. Il y a ce phénomène de groupe chez les jeunes, on veut être du groupe. Alors au niveau des vêtements, de la mode et puis aussi des conduites sexuelles. On peut dépasser des limites, accepter que voilà, plusieurs garçons commencent à vous toucher, à passer sur vous. Et ça, on passe très vite la barrière. On franchit très vite la zone et on rentre très vite dans une zone dangereuse. On se retrouve très vite dans une zone dangereuse. Est-ce que justement les femmes et même les jeunes filles en parlent facilement ou ont limite honte d'en parler? Non, c'est très difficile d'en parler. De parler d'une agression sexuelle sans qu'elle ne soit allée jusqu'au viol. Ça ne va pas forcément jusque-là. Ça peut être quelque chose, on va dire, de plus limité, même si ça a des conséquences quand même graves sur la personnalité. Mais même lorsqu'il s'agit de ça, c'est toujours très difficile. La première des choses qui rend difficile, c'est qui a été l'agresseur. Lorsque l'agresseur est connu, c'est toujours plus difficile de parler que si l'agresseur est une personne étrangère. Donc, souvent, l'agresseur est quelqu'un de la famille ou proche de la famille. Dans le livre, il s'agit de personnes qui étaient proches, pas de famille, mais quand même des personnes qui sont connues, des personnes probablement en qui on avait confiance et qu'on trouvait peut-être sympathique. L'autre chose, c'est que de parler d'une telle situation
ça réveille beaucoup de sentiments de honte, de culpabilité. Et bon, je le dis souvent, mais lorsque ça ne vient pas de vous, cette honte et cette culpabilité, ben, des personnes ou des groupes sociaux vont vous faire sentir que oui, c'est peut-être ta faute finalement. D'accord. Et ça, c'est très problématique pour qu'une victime puisse parler. Justement, tu me disais que la violence, hors antenne, tu me disais que la violence n'était pas que physique. Oui. Alors, dans notre image, la violence, c'est quand on frappe. Voilà. Quand on frappe, c'est déjà un niveau de violence qui est excessif. La violence commence toujours par être psychologique, toujours. Et toutes les violences sont psychologiques. Je ne vois pas comment on peut frapper quelqu'un sans lui faire du mal psychologiquement. Après, en général, elle devient verbale, soit dans le comportement ou dans le contenu, c'est-à-dire des menaces de mort, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, elle devient physique. À un autre moment, elle peut devenir sexuelle. Mais il y a aussi des violences qui sont économiques, administratives. Il en existe de toutes sortes. Et quand c'est frappé, c'est déjà un stade qui est trop. Alors justement, grâce ou à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent. Il y a énormément de mouvements qui se sont mis en place. Dernièrement, justement, sur Instagram, il y a Balance ton bâtard qui est apparu avec des noms. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Alors moi, je crois que ça a des aspects positifs. Ouais. Le fait de pouvoir se reconnaître dans une majorité de personnes qui disent ben MeToo. Ouais, Voilà. on prend aussi MeToo, exactement. MeToo, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, m'est arrivé quelque chose de très similaire, quelque chose de très différent, mais je me retrouve dans le ressenti. Ben, ça va libérer une certaine parole. Moi, ce qui me dérange, ce n'est que mon avis personnel, ce qui me dérange, c'est l'enquête avant l'enquête, le procès avant le procès, sur la place publique qu'offre Internet, les réseaux sociaux. Et c'est très problématique parce que la victime est exposée. La famille de la victime est exposée. Il y a aussi des personnes auxquelles on ne pense pas souvent, mais quand il y a un auteur et que cet auteur, il est avéré que c'est lui, ben, il a une famille qui peut-être n'a rien fait. Exact. Il a peut-être des enfants. C'est arrivé en commissariat qu'on doive mettre des familles d'auteurs en sécurité parce que sans s'en rendre compte, ben, elles ont été exposées alors qu'elles n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui pose problème. Que risque-t-on lorsqu'on est coupable de viol? Alors, quand on est coupable de viol, premièrement, il y a une enquête. Ouais. Ensuite, la justice se met en place. Quand les éléments de l'enquête montrent qu'effectivement, il y a un certain nombre de preuves, d'éléments. Voilà, l'enquête peut être très longue. Le temps de l'enquête, c'est quelque chose qui met du temps. Il y a aussi tout ce qui va être analyse médicale, gynécologique, empreinte, tests sanguins, etc. Quand on a commis un viol, le risque c'est la prison. Le risque c'est la prison, tout dépend maintenant si la personne est récidiviste, s'il y a des éléments aggravants. Est-ce qu'elle a agressé une personne âgée, une femme enceinte, une personne mineure, une personne handicapée? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que cette personne avait... vous savez, il y a la notion d'autorité. Ouais. Est-ce que si j'ai l'autorité du père, l'autorité du prêtre, l'autorité de l'enseignant ou une quelconque autre autorité, là je ne vois pas laquelle, mais ce caractère d'autorité, c'est un facteur aggravant. Enfin, c'est un élément qui aggrave. Gisèle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Kathleen, je voulais te demander, en tant que psychologue, est-ce qu'il y a des moyens pour une victime de viol de se reconstruire, ou est-ce que sa vie est fichue? Est-ce qu'elle est marquée à vie? Est-ce qu'elle va pouvoir se réparer, se reconstruire? Parce qu'on cache beaucoup quand on a été victime on se tait pendant tellement longtemps, et puis quand on veut raconter, les gens ne vous croient pas, on vous dit oh, c'est dépassé, c'est tombé dans la prescription. Mais comment doit se comporter quelqu'un, selon toi, qui a été victime de viol? Alors, je ne pourrais pas dire comment elle doit se comporter. Oui, enfin, oui. Je pense comment peut-elle essayer de se reconstruire? Et surtout, est-ce qu'on se reconstruit à 100%? Comment, voilà. Alors, la première des choses, c'est que je pense que chacun va faire comme il peut. Ouais. Souvent, on emploie le mot de survivant. Les victimes de viol sont des survivantes. Ouais. Et survivre, on ne fait jamais comme on a choisi, on fait comme on peut. Donc, comment elles doivent se comporter? Je pense comme elles arrivent.
Voilà. C'est pas forcément la bonne façon, mais c'est ça leur façon. Il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette. Après, je crois qu'une victime de viol peut se reconstruire dans toute forme d'agression. Maintenant, c'est quelque chose qui est très variable. Il y a cette notion d'être vraiment tout le temps dans la survie parce que c'est quelque chose qui marque à tout jamais, qui peut toucher la personnalité, l'intimité, qui peut toucher beaucoup de sphères de la vie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Des personnes qui vont être dans l'alcool, dans l'addiction, dans les conduites à risque, dans des conduites sexuelles qui sont destructrices, qui vont être destructrices envers elles-mêmes et leur famille. Il y a des personnes qui avaient d'autres ressources. Par exemple, lorsqu'on est adolescent et lorsqu'on est adulte, quand on est adulte, on sait qu'on est en mesure de dépasser certaines choses. Quand on est adolescent, on ne le sait pas forcément. Quand on a eu des ressources familiales, c'est-à-dire derrière soi, on a une famille qui est là, qui a toujours été présente. C'est pas la même chose qu'une personne qui est seule, isolée, qui n'a pas cette famille. Quand on a aussi de l'information et de la connaissance, on sait que même si on n'est pas prêt à y aller, mais c'est possible. Je sais que ça existe. J'ai entendu telle personne parler de ça. Je sais quels sont mes droits et je sais quelle est la loi. Une personne qui n'a pas ce bagage-là, cette ressource-là, peut être aussi encore plus en difficulté. Je crois qu'aussi certaines personnes ont cette faculté à demander de l'aide. C'est une faculté que d'autres n'ont pas. Et comment doit se comporter l'entourage maintenant? Alors la première des choses, c'est que l'entourage doit être à l'écoute. Ils doivent être à l'écoute. Je sais que c'est un peu difficile à dire parce que le jugement, c'est aussi humain. Mais la première des choses, c'est d'être à l'écoute et d'essayer d'être à l'écoute sans juger la personne. Et c'est souvent ça qui entrave la parole des victimes. Puisque voilà, moi j'en ai vu des mamans qui disent mais qu'est-ce que tu faisais là? Déjà, pourquoi tu étais dans la rue? Pourquoi tu étais dehors à cette heure-là? Qu'est-ce que tu faisais avec ces personnes? Je t'avais dit de ne pas les fréquenter. Je t'avais dit que je les trouvais bizarres. Et ça, une fois que ça arrive dans le discours, la personne qui avait commencé à ouvrir une porte referme non seulement celle-ci, mais toutes les autres aussi derrière. Et ce n'est pas volontairement pour faire du mal que la famille peut avoir cette attitude, mais c'est parce qu'il y a vraiment des choses qui sont ancrées en nous, et je dis en nous parce que ça peut être moi aussi, qui font qu'à un moment donné, nos mots disent ce qui est ancré, et que ce qui est ancré, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux. Et donc, mis à part la police, qui, la victime de viol, bien sûr, doit contacter si elle veut confesser, si elle veut justement s'ouvrir un petit peu plus. Donc, qui doit-elle contacter? Est-ce qu'elle peut contacter un psychologue, les pompiers, un médecin, enfin, qui doit-on contacter? Peut-être qu'il y a des personnes, des fonctions, des métiers qu'on n'imagine même pas qui peuvent nous aider. Alors, je crois qu'elle peut contacter qui elle sent. La première des choses, je ne pense pas qu'il y a une première personne à contacter en premier lieu. Il y a plusieurs numéros. Il y a le numéro de l'Union des femmes, il y a le numéro de la police, il y a le 17, simplement. Le 17, c'est un numéro d'urgence. Si on vient d'être agressé, c'est ce numéro qu'on peut appeler. Si on sait que quelqu'un vient d'être agressé ou est en cours d'agression, c'est ce numéro qu'on peut appeler. Maintenant, il y a le numéro qui concerne les violences faites aux femmes, mais il y a aussi les urgences, simplement. Les urgences, plutôt que de se laver, d'enlever des traces, de se rendre aux urgences, ils peuvent vous conseiller. On peut appeler simplement quelqu'un en qui on a confiance, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être les pompiers. Je crois que tout numéro où on va se dire « je vais appeler cette personne-là pour le dire » peut être utile. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus se confier à n'importe qui, parce qu'en situation de détresse et de vulnérabilité, des fois, il y a des personnes autour de soi qui peuvent avoir de mauvaises intentions. D'accord. Voilà. En tout cas, vous avez eu toutes les informations. On va revenir sur Gisèle. Ça glace le sang un petit peu tout ça. Est-ce que ça t'a inspiré pour peut-être écrire un autre bouquin? Sait-on jamais? Est-ce que cet univers, le fait de plonger dans l'univers du polar, d'écrire et bien sûr le TD de Kathleen, est-ce que ça t'a un petit peu motivé pour autre chose, voire même pour un long métrage, qui sait? Ah là là, les longs métrages, mais j'attends un réalisateur, j'attends parce qu'on sent que tu as plein d'idées. Mais c'est vrai que souvent on me dit que mes livres sont très visuels, ils sont très cinématographiques. Tout alors j'espère qu'un jour ça viendra. Il y a quelques projets en cours. Et bien sûr, peut-être question à Kathleen Marant, est-ce que son livre colle un petit peu à la réalité, ça va? Parce que souvent on a des séries, on voit tous les experts et compagnie, nous on adore en tant que téléspectateurs, mais les spécialistes même nous disent oh, vous allez trop loin, c'est imaginaire, on ne résout pas une affaire comme ça en 45 minutes. Est-ce que ça va, ça colle quand même à la réalité? Alors moi je trouve que oui, beaucoup. Après, il y a des choses qu'on voit très peu. C'est vrai que la dynamique de vengeance, on la voit très peu.
Après, peut-être qu'ils viennent moi se me le dire aussi. Je suis au commissariat, donc je... Voilà, c'est ça. Voilà. Hey, Madame Marron, je suis allé me venger. Ah ouais, elle me méritait. Ouais, je pense pas que les gens viennent te voir pour ça. C'est surtout que suite à une agression, il y a plutôt un vécu de destruction. Et que quand même, pour se venger, il faut avoir une énergie, ne serait-ce qu'une énergie destructrice. Mais il faut avoir cette énergie-là. Et je crois qu'on voit bien dans le livre que c'est pas cette énergie-là qu'a la victime. Effectivement, la famille, les amis, des personnes qui peuvent se retrouver dans cette histoire, à un moment donné, peuvent avoir cette énergie-là. La victime est complètement cassée. Voilà, la victime, après, elle peut à un moment donné voir revenir ce désir de vengeance, mais vraiment, il y a un temps de rupture où la victime elle-même peut se dire... En fait, il n'y a plus rien après ça. Il n'y a plus rien, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de moyens. Et donc, ça arrive, moi, je les vois rarement. Ok. En tout cas, on vous rappelle que La couleur de l'agonie, disponible partout, un livre écrit par Gisèle Pineau. Et bien entendu, Kathleen Marron est venue, bien sûr, pour appuyer tous les faits, les récits. Encore une fois, c'est du sérieux. On salue Florent Charbonnier et les éditions... Caribe Édition. Et voilà, exactement. Parce que j'ai vu que toi aussi, tu bois les paroles de Kathleen. Et effectivement, c'est super intéressant. En tout cas, mesdames, merci d'être passées sur le plateau. Merci. Ce fut un réel plaisir. Dès que tu repasses en Guadeloupe, dès que tu veux parler de quelque chose, la porte d'éclair du moins est ouverte. Et on en parle. Gisèle, la même chose pour toi. Merci, Styling. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir. On a appris énormément de choses. Et bien sûr, on ira acheter le livre La couleur de l'agonie, disponible partout. Merci encore. Merci beaucoup. Et on se revoit très vite. Nous, on se revoit bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Tout d'abord, celui qui m'habille. Il faut descendre à Basse-Terre pour avoir cette petite chemise. Il faut aller chez les crins. Et bien sûr, GBS Concept qui s'occupe de mes locks comme personne. On se dit donc à demain, toujours sur Éclair. À demain.